Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je sais pas pour vous, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, il neige. Alors je suis super contente parce que, je sais pas, j'ai dû rester enfant dans ma vie, mais j'adore la neige, donc voilà, je suis contente. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 livres. On va commencer tout de suite avec La maison au milieu de la mer céruléenne de Teji Klune. Alors, il m'a été conseillé par une autrice et dessinatrice que j'aime beaucoup et j'aime bien en fait quand je vais dans les dédicaces demander aux auteurs, aux autrices, aux dessinateurs, dessinatrices de me conseiller un livre. Parce que généralement quand j'aime bien leur univers, j'aime bien aussi regarder ce qu'ils aiment et aimé par moi aussi. Ouais, c'est un peu compliqué là, mais en gros, je me dis que puisque moi j'ai aimé leur univers, je pense que leurs conseils lecture me seront aussi agréables que de lire leur œuvre en fait. Donc c'est ça, et donc il m'a été conseillé par une autrice et dessinatrice que j'aime beaucoup, et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, donc c'est tout bien, ça m'a pas vraiment étonnée en fait, parce que déjà les sujets abordés. Après, j'étais un petit peu au début, enfin je vais vous expliquer tout ça, mais c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu mitigée. Je me disais, ah tiens, le style est un peu simple. Je sais pas, j'étais un peu mitigée au début, mais après, finalement, ça s'est vraiment très vite décanté, et j'ai adoré ce livre, il est magique. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture et ensuite on va en parler un petit peu. Donc Linus Baker mène une vie tranquille et solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du ministère de la Jeunesse Magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmement supérieurs, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète, se rendre sur l'île de Marsyas, dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger un rapport objectif sur l'établissement, Linus va vite comprendre que les enfants ne sont pas le seul secret que renferme l'île. Il devra également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux, Arthur Parnassus, qui fera tout pour défendre ses protégés. À mesure qu'il découvre d'incroyables secrets et qu'il se rapproche d'Arthur, Linus va se retrouver confronté au plus difficile des choix, faire son devoir ou écouter son cœur. Donc voilà, je me suis dit, tiens, livre jeunesse, etc. Et c'est vrai que je pense que ça s'adresse à un public assez jeune, mais bon, voilà, quel que soit votre âge, c'est vraiment en fonction de vos goûts, quoi. Et donc j'ai beaucoup aimé. Donc comme je vous disais, au début j'ai trouvé ça un petit peu long, mais j'ai très vite perçu en fait que le héros était un petit peu particulier, parce que vous savez, il y a beaucoup de livres où les héros sont tout beaux, tout minces, enfin tous les clichés qu'on peut avoir du héros, quoi. Et en fait ce n'est pas le cas de Linus. Linus, lui, déjà il a la quarantaine, ensuite il a une bouée autour du ventre, il transpire, il est pas courageux, enfin on le décrit pas comme un homme qui est beau, ou voilà. Seulement, Linus, il a un grand cœur parce qu'il adore les enfants. Et bon, il a un grand cœur, mais il est quand même coincé là dans ses règles et règlements. Le ministère de la Jeunesse Magique, c'est un endroit très strict. Je sais pas si j'ai... alors, je crois qu'au début, j'ai... voilà. En fait, on a une scène où Linus est convoqué, et là, il dit... donc la narration... Linus allait peut-être recevoir son premier mauvais point, pratique à laquelle il avait miraculeusement échappé depuis l'arrivée de Gunther et de son système. Les agents étaient sous surveillance permanente. D'énormes caméras pendaient du plafond et enregistraient leurs faits et gestes. Si quelqu'un était surpris en train de faire quelque chose de mal, les grosses enceintes fixées au mur prenaient vie dans un crépitement, et des cris retentissaient pour coller des blâmes à rangée K, bureau 2, ou rangée Z, bureau 13. Et en fait, c'est un système un peu comme ça, un peu tyrannique, autoritaire au travail, quelque chose de très strict, et ils ont un manuel, donc les règles et règlements, et Linus en fait essaye d'être l'employé modèle. Alors il le connaît par cœur, il fait toujours des rapports très détaillés, donc il est vraiment dans ce trip là de voilà, il fait son travail, il essaye de le faire bien, etc. Il a une vie banale, il prend jamais de risques, il rentre chez lui, enfin c'est une vie un peu de misère, mais c'est vraiment, enfin, il fait son travail et je pense qu'il aime, mais il est vraiment pris dans une sorte de spirale de quelque chose à la chaîne, de quelque chose de pas fondamentalement bon, et il remet jamais en question en fait. Il remet jamais en question les règles, les règlements, etc. Et ça c'est aussi au cœur du livre en fait, comment il va être amené à évoluer. Donc il est envoyé sur l'île de Marsyas, et sur l'île de Marsyas c'est un peu particulier. D'ailleurs c'est un peu c'est une mission un peu top secrète, hein, parce qu'elle est classée niveau 4, et bon niveau 4 c'est voilà, il y a du lourd derrière, et oui effectivement il y a du lourd parce qu'il va
dans un orphelinat et il y a donc 6 orphelins, donc des créatures magiques, dont Lucie, 6 ans, qui n'est rien d'autre que le fils du diable, donc Lucie pour Lucifer, hein, voilà. Il y a Talia qui est une naine à barbe, donc c'est génial parce que tous les enfants sont différents. Au début, je me disais, ah ouais, bon, je sais pas trop si je vais accrocher au personnage parce que c'est vrai que bon, on a une naine, enfin, on a une espèce de Chauncey, en fait, c'est une sorte de gelée verte et on sait pas trop quelle race c'est, quelle espèce, c'est juste de la gelée verte avec des tentacules et en fait il rêve de devenir groom et c'est génial en fait, hein, c'est génial. Mais au début je me disais est-ce que je vais m'accrocher au personnage, etc. Mais en fait oui, totalement, je me suis totalement accrochée au personnage. Donc comme je disais, on a Talia qui est une naine, donc voilà, avec sa barbe, qui a toujours sa pelle, qui adore les outils de jardinage, donc elle prend soin de son jardin, etc. On a Sal qui, lui, est un métamorphe. Alors il faut que je regarde le nom de la race, parce que c'est un loulou de Ponéranie. Je connais pas du tout cette race de chien, mais en gros, c'est un garçon qui est très grand, assez carré et tout, et il se transforme en tout petit chien, et en plus, il est assez... il a vécu des traumatismes, donc il est assez peureux, et il aime pas trop les agents du ministère de la Jeunesse Magique. Donc c'est toujours assez rigolo de voir ce grand adolescent, se transformer en tout petit chien. Donc voilà, il y a Théodore qui est une vouivre et qui en fait collectionne les objets pour se constituer un trésor, et donc là-dessus il y a tout un pan de l'histoire qui parle des boutons de Linus qu'il va lui donner, et en fait Théodore adore les boutons de manchette, les boutons des vêtements de Linus, et c'est génial. Et on a Phi qui est un esprit de la forêt. Et je crois que j'ai dit les 6. Et donc, on a le directeur de l'établissement, Arthur Parnassus, qui, lui, a un secret, parce que, bon, je vais pas vous révéler, mais en tout cas, moi, je l'avais vu venir. J'hésitais entre 2 choses, et il s'est avéré que c'était l'une de ces 2 choses. Et voilà. Et c'est ça. Donc, en fait, ce livre, c'est un livre très tolérant, qui traite plein de sujets. Alors je vous ai préparé des petites citations en fait pour illustrer un peu mes propos. Mais en gros, ça interroge sur l'inné et l'acquis, sur la différence, sur la peur de l'inconnu aussi, ce qui peut bien sûr se reporter à la xénophobie, au racisme, etc. qu'on connaît aujourd'hui, à l'homophobie, à pas mal de choses en fait. Et donc voilà, il y a des passages du livre où ça en parle, donc ils disent... Ils craignent ce qu'ils ne comprennent pas, et pour des raisons qu'ils ignorent probablement eux-mêmes, cette peur se transforme en haine. Comme ils ne connaissent pas les enfants, et puisqu'ils les craignent, ils les détestent. Vous avez forcément déjà entendu parler de ce phénomène, ça arrive partout. Et effectivement, en fait, au lieu d'aller voir la personne parce qu'on la comprend pas, de lui parler, d'essayer de comprendre, les gens ont peur, et la peur fait que après il y a un sentiment de détestation. Donc c'est ça, il y a beaucoup de préjugés, ça parle aussi de changement, parce que au bout d'un moment il y a quand même des acteurs qui se mettent en marche en fait pour changer les choses. Et donc alors j'avais noté, hop. Donc on a une humaine, donc qui n'est pas du tout une créature magique, et donc elle dit « Le changement intervient lorsque les gens le veulent vraiment, Monsieur Baker, et moi je le veux, je vous le promets. Cela prendra sans doute un peu de temps, mais vous verrez. Aujourd'hui, j'ai reçu un bon coup de pied au postérieur. » Et en fait, c'est ça, c'est les petites choses, les petits gestes, les petits changements qui peuvent ensuite amener une transformation totale dans le lieu là. Bon, c'est un village qui est à côté de l'île où les enfants sont, et forcément, les villageois, ils ont peur des enfants. Et donc voilà, et au bout d'un moment, il y a un changement qui intervient. Alors forcément, les villageois ne vont pas changer du jour au lendemain, parce que voilà, il y en a encore qui sont récalcitrants, etc. Mais ça montre qu'avec des petits pas, en essayant de s'ouvrir aux autres, eh bien, on peut réussir à les comprendre et changer les choses. Donc ça, c'est super. Il y a aussi le fait de croire en ses rêves. J'essaie de trouver, il est assez gros comme livre. Donc j'avais noté la page 407. En fait, ça parle de, voilà, il faut croire en ses rêves, essayer de tenter sa chance et prendre des risques. Et donc ça, c'est l'esprit de la forêt, enfin l'esprit de l'île en fait sur laquelle ils sont, qui dit
Il y a des moments dans la vie où il faut tenter sa chance. Ça fait peur parce qu'il est toujours possible d'échouer, je le sais. Je le sais parce qu'un jour j'ai tout parié sur un homme que j'avais déjà laissé tomber une fois. J'avais peur, j'étais terrifiée, j'ai cru tout perdre. Mais avant, je ne vivais pas. La vie que j'avais menée jusqu'à cet instant, ce n'était pas la vraie vie. Je me contentais d'exister. Je ne regretterai jamais les risques que j'ai pris parce qu'ils m'ont mené jusqu'à eux tous. J'ai fait mon choix, vous faites le vôtre. Et voilà. Et en fait, Linus, c'est vraiment un homme qui a peur des risques, qui a peur de changer sa routine, etc. Et malgré les sentiments qu'il éprouve, malgré le fait qu'il se dise ok, en fait moi je suis plus fait pour ça, et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens éprouvent, c'est-à-dire cette force en soi qui se dit ok, toi tu dois faire ça, et c'est ça qui te plaît, c'est ça qui te fait vivre, c'est ça qui te fait exister et qui te motive, et voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, et dont moi, hein, parce que je parle aussi de moi, parce que c'est aussi pour ça que j'aime ce livre, parce qu'il a résonné en moi, mais beaucoup de gens qui en fait se font un peu taire cette voix-là, se disent ah non mais de toute façon, qui essayent de ramener le concret devant la scène, qui ont peur de prendre des risques parce que forcément ça expose, et qui préfèrent rester dans une vie qui n'est pas vraiment satisfaisante. Alors je dis pas que si on prend des risques ça sera satisfaisant ensuite, mais ça peut l'être, et peut-être que ce sera pas pire, même si les risques sont... Enfin, s'il y a vraiment des risques qui adviennent, ce sera peut-être pas pire que ce qu'il y avait avant, en fait. Donc je pense, voilà, il faut tenter, en restant raisonnable, voilà, parce que c'est pas non plus la question de tout balancer, mais pourquoi pas, après, ça dépend, je pense que ça dépend de chacun, il n'y a pas de modèle de vie particulier. Donc voilà, et alors... Il y a plein de choses que j'ai aimées dans ce livre, notamment la vision de la nature avec l'esprit de la forêt. Donc, il y a deux esprits, en fait, l'esprit de la forêt, et les deux s'entraident. Donc, l'esprit de l'île, qui est un esprit plus âgé, aide l'esprit de la forêt. Et donc, il y a tous des passages, plein de passages sur la nature. Alors, j'avais dit... donc, c'est donc Fille qui parle. Il existe tout un monde sous ce que nous voyons. La plupart des gens n'en saisissent pas l'importance. Je trouve que nous avons de la chance. Nous ressentons plus de choses que les autres. Et il y avait aussi... hop là. Et donc, en fait, elle fait pousser un arbre. Et il lui dit, comment as-tu fait ? Elle fait « J'ai écouté la terre, elle chante. La plupart des gens ne le savent pas. Il faut écouter de toutes ses forces. Certains ne l'entendront jamais, malgré tous les efforts. Moi... Je l'entends aussi bien que vous. Elle a chanté pour moi et je lui ai promis de m'occuper d'elle si elle me donnait ce que je voulais. » Voilà, et en fait c'est tout... je trouve que c'est intéressant comme thème parce qu'il y a énormément de choses que nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas capter, et aussi, même au sein même de notre espèce, on est tous différents au niveau des sens et de ce qu'on peut ressentir par rapport aux autres êtres vivants. Et voilà, et je trouve ça très, très joliment dit, et pareil, j'aime trop le thème de la nature dans les livres. Enfin, moi, je suis une fan de Pocahontas, hein, vous voyez, la forêt qui chante, grand-mère feuillage, l'esprit du vent, tout ça, vous voyez. Donc, voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre, c'est le travail sur la musique qui est fait par l'auteur tout au long, parce que avec les paroles des chansons qu'il met, on peut voir un petit peu ce qui va se passer entre différents protagonistes. Et après, je vous le cache pas, il y a une histoire d'amour entre Linus et Arthur. Et c'est une histoire d'amour, mais c'est tellement pas le cliché du livre où on dit ok, je veux juste mettre des personnages gays parce que ça fera bien sur le quota. En fait, c'est vraiment une histoire d'amour qui n'est pas hyper prégnant dans le livre, qui existe mais qui se développe petit à petit, et ça j'ai trop aimé parce qu'on a des passages où on sent en fait que ça commence, mais où ça reste quand même assez discret. Et donc il y a Arthur qui rit. Et la narration nous dit « Linus aimait tellement ce son que cela le mettait mal à l'aise. » Et en fait, c'est comme ça, il commence à aimer Arthur petit à petit, mais il sait pas quoi en faire, et parce qu'en même temps, lui, il est là pour travailler, mais il y a Arthur qui est là, et en fait, il y a vraiment un courant qui passe. Et le travail sur la musique dans ce livre, donc les chansons qui sont où on a des paroles écrites, ça montre en fait ce qui se passe entre eux aussi de façon un petit peu plus... discrète, mais ça reste des petits clins d'œil, et on se dit ah là enfin voilà, c'est vraiment très intéressant. Et pareil, donc Talia, la naine, elle est assez ronde en fait, et donc il y a une citation trop mignonne au bout d'un moment qui est elle dit « J'aime être ronde », déclara Talia. Ça signifie qu'il y a encore plus de parties de moi à aimer. Donc voilà, en fait c'est vraiment un livre vraiment bien, qui parle de tolérance,
personnellement, je le recommande. Le style d'écriture est assez simple, je trouve. Donc, bah, en fait, c'est accessible à tout le monde, hein, clairement. Et bon, il fait un peu plus de, ouais, presque 500 pages, mais c'est écrit assez gros à l'intérieur, vous voyez. Hop, moi je le mets toujours à l'envers. Mais voilà, donc ça, j'ai bien aimé, et franchement, c'est... Ouais, ça aide, je pense, à prendre des décisions dans sa vie. C'est ce genre de livres assez importants qui nous font réfléchir, et voilà, c'est ça. Donc ensuite, je vais changer totalement de sujet, et je vais vous parler de Animal de Cyril Dion et de Nelly Pons. Alors, j'en avais déjà parlé parce que j'étais allée à une conférence pour les 10 ans de Domaine du possible chez Actes Sud. Donc c'est une collection qui est assez... qui essaye de faire changer les choses en faisant intervenir différents acteurs. Et Animal, donc ça traite de l'écologie et plus précisément de la question des animaux. Donc ça, c'est... Et oui, il y a un film aussi. Alors, je l'ai pas vu, je sais pas s'il est sorti, peut-être, j'imagine, mais il y a un film, donc pour ceux qui aiment pas lire des grosses briques d'essais, c'est peut-être aussi une bonne façon d'aborder les points. Donc il y a ça. En fait, il est bien pour découvrir, par exemple, si vous voulez mettre... Bon, moi j'avais déjà un pied dans l'écologie, les questions environnementales, etc. Il n'empêche que j'ai appris beaucoup de choses en lisant ce livre, parce qu'il traite d'énormément de sujets. Donc, vous avez vraiment des sujets variés, et je pense que c'est bien pour une première approche. Vous avez l'éventail des sujets, et ensuite, en fonction des sujets qui vous intéressent le plus, vous pouvez aller voir justement, approfondir, trouver d'autres ouvrages, etc. Et en plus, ce qui est bien aussi, c'est que ce sont des interviews, et que en fait, c'est des chapitres. Donc, vous voyez, c'est des chapitres un peu longs comme ça. Et donc, vous pouvez arrêter votre lecture, reprendre plus tard pour un autre chapitre. C'est pas lié en fait. Donc ça, c'est bien aussi. Si par exemple vous avez des transports ou ce genre de choses, vous pouvez le prendre, lire un petit chapitre et ensuite fermer et passer à autre chose. Donc ça, c'est vraiment bien. Le fait que ce soit hétéroclite au niveau des sujets. Bon, ça parle toujours des animaux et de l'environnement, mais vous avez énormément de sujets. Donc vous avez, j'ai fait une petite liste, mais c'est pas une liste exhaustive parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc vous avez par exemple un premier chapitre sur la 6e extinction de masse, donc le fait que les populations de vertébrés aient chuté de 68%, le fait que les humains avec leurs animaux de compagnie et d'élevage représentent actuellement 96% des espèces totales contre 4% qui viennent du sauvage, donc c'est quand même un gros, c'est un gros monopole de la planète, on va dire. Ça parle de la notion de croissance, donc est-ce que le PIB c'est bien pour la croissance, est-ce que la croissance en elle-même est bien, est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter au bout d'un moment, enfin il y a énormément, il y a beaucoup d'intervenants, des chercheurs, des travailleurs, des scientifiques, il y a énormément de gens, des activistes, des membres d'associations, il y a beaucoup de gens en fait qui œuvrent pour l'environnement à différentes échelles. On a même un homme politique au bout d'un moment, donc voilà, il y a énormément de discours et chacun essaye d'expliquer dans son domaine ce qu'il en est, ce qu'il pense. C'est des interviews, donc voilà, c'est facile à lire, c'est assez facile à comprendre. Par exemple, vous avez des notions comme la cascade trophique, mais en fait on vous laisse pas comme ça tout seul avec ce terme, en fait c'est expliqué, donc c'est cool. Et d'ailleurs c'était Lisa Adly qui était interviewée pour parler de la cascade trophique. Et quand on lui a demandé « Et vous, dans quel monde est-ce que vous aimeriez vivre ?» Et elle répond « dans un monde où je pourrais être mangée. » C'est ça, l'idée de cascade trophique, c'est toute la chaîne qui découle d'un super prédateur, et ensuite vous avez toutes les espèces qui en dépendent et qui se font manger comme ça. Et en fait, briser la cascade trophique, ça crée des problèmes en fait, dans l'environnement parce que les espèces ne peuvent plus se réguler, des espèces disparaissent, enfin tout est une sorte de cycle qui a pris des millénaires à se former, et là en fait actuellement on voit que en détruisant des espèces, etc., ça crée vraiment des conséquences sur toute la chaîne, donc c'est ça. Alors j'ai un chat qui vient de monter sur ma table, je vais lui demander de se pousser. Tu te pousses ? Bon, on verra, elle va peut-être passer, je ne sais pas. Donc voilà, il y a sur la notion de nature aussi. Qu'est-ce que la nature ? Est-ce que nous faisons partie de la nature ? Est-ce que nous sommes hors de la nature ? Il y a aussi tout un pan qui parle en fait des fermes où les individus ont essayé de faciliter la biodiversité en faisant pas par exemple un champ de patates et un champ de brocolis, mais vraiment en mélangeant les variétés pour créer quelque chose d'harmonieux, et en faisant ça ils ont vu que ça faisait revenir les abeilles, donc ça c'est génial.
Parce que voilà, moi je savais pas, franchement les abeilles je m'y connaissais pas trop, je savais qu'il y en avait pas mal qui disparaissaient, mais en fait la plupart des abeilles qu'on voit aujourd'hui ce sont des abeilles qui sont pas sauvages en fait. Et il existe des milliers de variétés d'abeilles différentes. Donc ça, je l'ai vraiment appris grâce au livre, parce que c'est vrai que j'y connaissais rien en abeilles, et même en insectes de façon générale, je suis pas très calée. Mais en tout cas, ça m'a vraiment donné envie d'aller chercher davantage, parce que voilà, c'est cette notion d'abeilles sauvages qui en fait disparaissent petit à petit, bah voilà, c'est problématique aussi. Parce que sans les abeilles et sans les insectes, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits. Enfin, j'avais vu un reportage il y a pas longtemps sur le miel, et en Chine, ils étaient en train de polliniser leur arbre parce qu'en fait il y avait plus assez d'abeilles. Et je disais mais mon dieu, en fait où on va quoi, juste où on va, c'est quoi le problème là avec tous les pesticides etc. Ben voilà, ils ont buté toutes les abeilles, et je trouvais ça dingue en fait que l'homme prenne énormément de temps pour aller polliniser les fleurs sur les arbres, alors que bah en fait les abeilles elles le font pour nous normalement, enfin voilà. Elles le font pour elles, mais ça nous sert, donc je sais pas, faut vraiment, enfin pour moi, il faut vraiment conserver ces espèces, parce que ça m'a rendu dingue en fait. Donc voilà, il y a des notions de crime d'écocide, il y a aussi tout l'aspect juridique qui est évoqué dans ce livre, et je vais un petit peu détailler là-dessus parce que ça me tient un peu à cœur, l'agriculture en fait. Donc en fait on a 2 interviews, donc un agriculteur qui lui a eu des maladies à cause des produits chimiques et qui a décidé de se mettre dans le bio, et un éleveur qui fait de l'élevage intensif de lapins. Et en fait ça m'a un peu fait écho, parce que j'entendais beaucoup par exemple pour ce qui concerne le végétarisme, le véganisme, etc., de gens s'insurger, oui mais les agriculteurs et les éleveurs, ils font pas, il faut se mettre au bio, blablabli, blablabla. Sauf qu'en fait, ça c'est encore une illustration du fait que le monde est beaucoup plus complexe qu'on veut bien nous faire croire, parce que en fait quand vous êtes agriculteur, quand vous êtes éleveur, eh bien vous avez des obligations. Généralement pour avoir votre ferme ou votre exploitation, vous avez dû faire un prêt à la banque. Donc il y a ça déjà. Il faut essayer de se mettre à la place des gens. C'est-à-dire que quand vous êtes... je sais plus le terme. Quand vous êtes endetté, voilà. Pour pouvoir investir dans une exploitation, il faut que vous remboursiez votre prêt. Enfin, c'est pour tout, c'est comme quand vous achetez une voiture, un appart, etc. Vous avez votre prêt et ça tombe tous les mois. Donc à partir du moment où vous devez de l'argent à des gens, vous n'êtes plus vraiment libre de ce que vous faites, parce que forcément il y a le coût du prêt qui a à tenir dans la balance, et si vous voulez investir dans du bio, c'est de l'investissement, c'est comme j'ai dit, donc c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir de l'argent, il faut avoir des fonds, et ça je pense que effectivement il faudrait que l'État intervienne pour qu'il y ait des changements et pour aider les gens là-dessus. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le problème de la banque. Et par exemple l'agriculteur qui a été malade à cause des produits chimiques, il disait moi par exemple quand j'ai fait mes études, personne m'a parlé du bio. On me promettait toujours des miracles avec les produits chimiques, on disait oui, non, c'est pas dangereux, nanani, nanana, et dans les écoles, il n'y avait pas le bio mis en valeur en fait. Et il y a toute une éducation comme ça qui, mine de rien, est ancrée, et donc si vous n'apportez pas plus d'éducation, plus d'informations aux gens qui ont été éduqués comme ça, ils vont pas s'en apercevoir en fait. C'est comme en fait ouais, pour vous faire une idée, c'est un petit peu comme vivre tout le temps dans un pays et jamais en sortir. Alors bon, pour les vacances ça compte pas, parce que c'est quand même, voilà, c'est différent. Mais si par exemple vous vivez, moi personnellement j'ai été 1 an au Québec, eh bien le fait d'aller habiter ailleurs, de façon générale, pas que pour des vacances, mais vraiment de devoir vivre dans le pays, ça m'a fait comprendre des choses sur la France et des différences entre la France et le Québec qui m'ont permis en fait de me faire une idée. C'est-à-dire voilà, en France ça c'est mieux, au Québec ça c'est mieux, ça c'est pire, enfin voilà, et de faire une sorte de comparatif des 2 sociétés pour essayer de tirer le mieux de chacune d'elles. Selon mon point de vue bien sûr, mais ça permet un comparatif. Alors que si on vous a toujours éduqué dans un schéma, c'est compliqué en fait de remettre en cause ce schéma, et c'est d'autant plus compliqué de le faire tout seul. C'est pas facile en fait. Donc ça c'est aussi une part de l'information, une part de l'éducation qui n'est pas à prendre à la légère. Il y a tout, c'est vraiment très complexe. Et
Et il y a aussi, voilà, on en parle dans le livre, le rôle des coopératives, c'est-à-dire que quand vous êtes par exemple agriculteur, vous achetez des plants, des plants pour semer en fait aux coopératives, sauf que vos plants ne sont pas féconds. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez la graine et que votre plante pousse, vous ne pouvez pas récupérer d'autres graines pour faire d'autres plants, parce que les coopératives vont faire en sorte que les plants ne donnent rien. Donc en fait vous devez toujours acheter, et vous, en fait l'agriculteur ou l'éleveur est pris dans une sorte d'engrenage où en fait à la fin il a la corde au cou parce que il peut pas changer, il peut pas investir, il est pas libre parce qu'il y a son prêt bancaire, il y a ses partenariats avec les coopératives, il y a son éducation, il y a tout ça et tout ça à prendre en compte. Là l'éleveur qui était interviewé, il disait moi à la fin du mois quand j'ai fini de tout payer, il me reste 350 € pour vivre. Donc voilà, c'est ça. Et il y a aussi le problème de toute l'agriculture qui est exportée à l'étranger, et les agriculteurs qui sont toujours en concurrence avec d'autres agriculteurs à l'étranger. Nous on fait importer des choses de l'étranger qui sont moins chères, donc forcément il y a tout un système de balance comme ça que la mondialisation a amené, et forcément c'est un petit peu comme pour les vêtements. Si vous achetez quelque chose chez H&M, votre truc il est fait au Bangladesh et il coûte rien, c'est pas la même que si vous allez par exemple chez une couturière qui fabrique elle-même à la main ses vêtements, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Donc après voilà, c'est le choix de la facilité, du prix bas, etc. Et je suis totalement consciente que tout le monde ne peut pas se permettre de s'acheter des vêtements faits main, ça dépend vraiment du budget. Mais c'est vraiment ce choix-là en fait, ce choix entre qualité et quantité, qualité et prix pas très cher, mais voilà, la qualité n'y sera pas, c'est ça en fait. Donc c'est vraiment un système très complexe et on peut pas dire aux agriculteurs mets-toi au bio et puis voilà. C'est vraiment, je pense qu'il faut accompagner, éduquer, aider. C'est quelque chose, je pense, ça se fait pas comme ça, c'est pas une injonction à quelqu'un de faire quelque chose comme ça, c'est pas possible. Et puis on peut pas forcer non plus les gens, donc faut vraiment c'est vraiment complexe. Et je trouvais que cette idée d'agriculture là, ça illustrait vraiment le propos en fait, parce que c'est intéressant, c'est complexe. Voilà, il y a plein de choses à dire, et ce livre est vraiment une mine d'or si vous avez envie de vous cultiver sur le sujet, parce que ça traite d'énormément de choses, et moi ça a été une lecture assez forte de cette année, parce que j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a donné envie d'approfondir, donc voilà, c'est ça. Et après, je pense que c'est un peu triste, mais c'est un petit peu comme tout, c'est-à-dire que les gens qui disent non, il n'y a pas de réchauffement climatique, non, le climat ça va très bien, ça va se réguler tout seul, ils liront pas ce genre de livre. Et c'est dommage, parce qu'en fait c'est eux qui doivent lire. C'est un petit peu comme les ouvrages féministes en fait, c'est les hommes qui doivent lire, ou les gens qui sont pas convaincus, les femmes qui sont pas convaincues. C'est bien en fait de pouvoir toujours heurter son point de vue à quelque chose de différent et qui n'est pas notre point de vue, justement, pour pouvoir se faire une idée, essayer de comprendre le discours de l'autre et essayer d'évoluer soi-même. Donc voilà, et je ne dis pas que c'est la vérité et que c'est le discours le mieux, mais personnellement je pense que ce livre est très vrai et très juste, donc voilà, en tout cas il englobe assez mon point de vue personnel sur la question. Ensuite, alors là ça va être un petit peu plus rapide, j'ai lu Le guerrier Maasai de Laurent Pinabel, donc aux éditions 400 coups. Alors ça, je vais vous expliquer un petit peu, parce que peut-être que certains ça les intéresserait. Je l'ai eu en participant à une masse critique de Babelio. Alors sur le site de Babelio, donc vous pouvez donner vos avis sur les ouvrages que vous avez lus, et à peu près tous les mois, je crois, ils font une masse critique, donc c'est-à-dire qu'ils mettent une liste de livres, et vous, en tant que membre de Babelio, vous pouvez cocher le livre que vous désiriez recevoir. Désirerait. Le livre que vous voulez recevoir. Donc voilà, et après il y a un tirage au sort, et vous allez recevoir le livre gratuitement chez vous, mais ça dépend, en fait je crois que ça ne marche pas à chaque fois, mais si vous cochez beaucoup de livres, vous avez plus de chances d'en recevoir un, donc gratuitement. Donc moi j'ai reçu celui-ci gratuitement, et la seule contrepartie qu'on vous demande, c'est de faire une critique sur ce livre dans les 30 jours suivant l'envoi. Donc il faut que vous lisiez le livre. Bon là moi j'ai pas eu beaucoup de mal, parce que c'est un livre jeunesse et qu'il est assez
assez court, mais si par exemple vous avez une pavasse de 600 pages, il faut que vous lisiez le livre et que vous commentiez dans les 30 jours. Donc c'est ça, et tout le monde peut participer, la seule condition c'est d'avoir déjà publié un avis sur Babelio. Donc voilà, pour montrer que vous vous impliquez un petit peu dans le site et que en fait vous savez donner votre avis quoi, simplement. Donc voilà, et donc, je l'ai reçu à l'occasion de la masse critique de novembre. Donc. Et j'avais envie de vous en parler parce que c'est un livre jeunesse, mais il est qu'en noir et blanc. Alors c'est assez... Ça peut voilà, les dessins sont comme ça. Et personnellement, je l'ai trouvé assez joli, et surtout quand vous regardez pas dans les détails, mais que vous regardez vraiment la scène d'un point de vue un petit peu élargi, c'est vraiment des jolis dessins. Donc voilà. Et il y a des scènes, moi, qui m'ont un peu fait peur quand le guerrier... je vais vous raconter un petit peu de quoi il en est, mais c'est vrai qu'il y a des scènes un petit peu sombres. Mais après, je suis pas... Enfin, personnellement, j'ai pas d'enfants, et voilà, donc je ne suis pas non plus hyper calée dans ce qu'il convient de donner à des enfants, mais je pense que faire quelque chose en noir et blanc, ça peut changer et apporter un autre point de vue, parce que, bah voilà, il n'y a pas que la couleur, en fait, dans la vie. Et donc, je l'ai trouvé très beau, graphiquement, en tout cas. Donc le guerrier Maasai, de quoi ça parle ? Ça parle d'un père donc qui voyage beaucoup, et à l'occasion d'un de ses voyages, il va sur un marché et il voit la statuette d'un guerrier Maasai, et il décide de la ramener. Donc moi j'ai bien aimé ce thème-là de l'objet un peu qu'on trouve par hasard et qui va marquer toute la vie, et notamment la vie de son fils, puisque en fait la narration est faite du point de vue du fils qui est un enfant. Et donc voilà. C'est assez intéressant pour ça. Et donc le père, en rentrant chez lui, donc il travaille dans la marine marchande, mais au bout d'un moment il arrête, mais il arrête pas de raconter cette histoire de voyage en fait à sa famille. Et c'est là que l'histoire commence vraiment, puisque un soir l'enfant va être réveillé par le guerrier Maasai, qui va essayer de l'entraîner dans le sous-sol de la maison pour lui montrer des choses. Et donc au début il a peur, il sait pas, c'est l'inconnu, enfin voilà, il ose pas. Là on parle encore de risque, de risque dans la vie, d'oser, de faire face à ses peurs. Et finalement, quand il va rentrer dans le sous-sol de la maison, il va découvrir des machines, des rouages qui vont lui donner envie de voyager. Et donc là, on a soit un livre de fantasy parce que la maison se met à bouger et part sur découvrir le monde en fait. L'enfant part, c'est une sorte de maison bateau qui va à la conquête du monde quoi. Soit en fait l'enfant est en train de rêver la nuit qu'il voyage et qu'il refait, qu'il suit en fait les traces de son père dans des voyages. Et c'est un livre comme ça un petit peu initiatique, et je vais peut-être pas vous raconter la fin, mais la fin est très belle, et je l'ai lu 2 fois pour faire ma critique. La première fois le jour où je l'ai reçu, je l'ai un peu feuilleté, et une deuxième fois pour bien appuyer ce que j'allais en dire, et à la fin en fait j'ai quand même pleuré parce que c'était trop beau. Et voilà, donc j'ai bien aimé ce livre. Après, je pense qu'il peut ne pas convenir à tout le monde, notamment parce que les dessins sont en noir et blanc. C'est quand même, c'est des dessins assez particuliers, voilà, mais après, voilà, moi j'ai bien aimé, je l'ai trouvé bien, donc c'est ça, voilà. Et la dernière chose que j'ai lue, alors en fait, j'hésitais à le lire parce que l'auteur est mort, en fait, donc c'est Berserk, tome 1, de Kentaro Miura. Et aux éditions Glénat, et c'est pour un lectorat averti. Donc voilà. En fait, pour vous faire simple, le livre s'ouvre sur une scène de cul entre le héros et un monstre. Voilà, c'est ça, il y a des boyaux un petit peu partout, alors par contre les dessins sont super, on a des scènes donc, voilà, comme ça, avec des squelettes, voilà, c'est ça, mais oui, et en fait j'ai hésité vraiment à l'acheter, parce que comme l'auteur est mort et que le manga n'est pas terminé, voilà, le mangaka, il va pas refaire la suite, voilà, c'est ça. Alors après je sais pas, peut-être que la maison d'édition, peut-être que les héritiers vont vouloir faire la suite et terminer le manga, mais je ne sais pas pour l'instant, et donc j'ai hésité pour ça. Et puis il y a la booktubeuse des mots de l'imaginaire qui en a parlé, et je me suis dit bon allez c'est bon, je le prends, c'est pas grave, de toute façon d'ici que j'arrive à la fin de la série, ça se trouve ils auront sorti une fin ou pas, mais ce sera une œuvre inachevée, c'est pas grave, mais je me suis dit je le prends.
Et en fait, je trouve que la jaquette là nous explique très bien ce qu'il en est, donc je vais vous lire. Il porte une épée plus grande que lui, il est muni d'un bras artificiel en acier, Guts, le guerrier, est enrobé de feutrine noire. À son passage, déluge de sang et montagnes de cadavres lui font place. Un elfe du nom de Puck le suit, après qu'il l'a tiré d'un mauvais drap. Donc voilà, et pour l'instant, en fait, on vient juste de rentrer dans le vif, enfin, c'est un peu le début, donc on sait pas. Je sais qu'il a une marque, qu'elle est spéciale, je sais pas, il a une vengeance à accomplir, il y a des monstres partout, il y a des combats, c'est très épique, ça a l'air vraiment génial. Donc pour l'instant j'ai lu que le tome 1, mais franchement c'est cool. Les dessins sont bien, alors là c'est son épée qui est vraiment plus grande que lui pour le coup, d'ailleurs ça ressemble pas du tout à une épée, mais voilà. Donc c'est ça, on a... Là, l'elfe, qui ressemble un peu à une fée, enfin ça m'a un peu fait rire pour ça. Mais en tout cas, voilà, et j'ai bien aimé le tome 1, donc je vais continuer la série, et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc voilà, pour ce point lecture. Alors je sais pas si je vais appeler ça point lecture ou autre chose, j'ai pas encore réfléchi. Pour l'instant, j'essaye de voir si le format me convient. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présenté, si vous avez l'intention d'en lire un. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, parce que j'essaye voilà, d'être active, hein, voilà, à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, ça m'aidera en tout cas, et voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, et puis à une prochaine fois.